Alors pour aujourd'hui, normalement, on ne devrait pas être lent, on devrait être assez court, à moins que la session de discussion et questions-réponses nous emmène à être lent. Mais sinon que la présentation en elle-même sera assez courte et assez précise, assez concise, assez bref. Alors, j'ai l'habitude de le dire, si actuellement vous êtes sur votre téléphone, veillez à ce que les réseaux sociaux ne puissent pas déranger la présentation, de telle sorte que vous puissiez être concentré du début jusqu'à la fin, de peur de manquer quelque chose d'important. Ou alors, si possible, essayez de suivre le webinaire sur un ordinateur, ça sera toujours beaucoup plus pertinent. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dédi Karambungu, je suis médecin en formation, je suis autodidacte en psychologie humaine, conférencier et coach formateur, et je suis entrepreneur et fondateur de MindUp Academy. Pour ceux qui se posent la question, MindUp, c'est un organisme de formation en leadership, développement personnel, art oratoire, communication et bien d'autres. Alors, je l'ai annoncé depuis un mois déjà, nous sommes sur le mois du leadership sur MindUp. Le dernier dimanche du mois, qui était le dimanche dernier, le 6, nous avons fait donc notre premier webinaire sur le leadership d'influence et nous avons posé les bases du leadership. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller un peu plus en profondeur, de voir des détails un peu plus techniques, tout en veillant bien sûr à être assez bref possible et à balayer quand même un ensemble de caractères. On va essayer d'aller un peu plus loin cette fois-ci par rapport à la dernière fois où on a vraiment posé les bases. Et pour ceux qui sont là, je vous en félicite, vous êtes restés. Ce n'est pas tout le monde qui est resté, d'accord, tout le monde ne finit pas toujours les choses qui commencent et c'est très bien. Ça prouve que vous avez déjà en vous cette fibre de leadership, le fait de pouvoir finir ce que vous commencez. Et c'est très important pour vous récompenser. On ira beaucoup plus loin aujourd'hui dans la formation, même si elle sera assez courte et assez bref. Alors, déjà, la première question que j'ai envie de poser à vous qui êtes là, c'est que vous inspire Nelson Mandela? Quand vous entendez le nom de Nelson Mandela, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous inspire un leader? Est-ce que ça vous inspire un homme politique? Est-ce que ça vous inspire un martyr politique? Quand vous entendez Nelson Mandela, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que votre esprit vous dit? Donc là encore, vous avez la possibilité de tout simplement désactiver votre micro et de parler, ou alors de pouvoir discuter dans la barre de pouvoir écrire dans la barre de discussion. Que vous inspire ce monsieur Nelson Mandela? Sentez-vous libre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de jugement, dites ce que vous pensez, tout simplement. Que vous inspire Nelson Mandela? Je peux répondre. Oui, allez-y. Commencez par vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Anita Gomis. Et Nelson Mandela, pour moi, c'est un leader et il inspire beaucoup de respect. Un leader qui inspire beaucoup de respect. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, ça va être un leader qui va inspirer beaucoup de respect. Et pour ceux qui ont eu la possibilité de pouvoir suivre l'histoire de Nelson Mandela, et d'ailleurs je vais la raconter dans quelques temps, ça va être une histoire qui va être vraiment en plein d'une des fortes valeurs qu'il va défendre pendant toute la durée donc de sa vie. D'accord? Alors, ce que nous allons apprendre ce soir, c'est que nous allons déjà apprendre ce que c'est que le leadership transformationnel. La dernière fois, on en a parlé un peu brièvement. Aujourd'hui, on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur, d'accord? On va voir ensuite les 4 piliers du leadership de Mandela. On va voir ensemble, en fait, ce qui faisait le leadership de Mandela et pourquoi est-ce que Nelson Mandela aujourd'hui est une icône du leadership. Ensuite, on va voir comment l'appliquer. L'idée, ça sera de pouvoir savoir comment est-ce que vous faites à votre échelle pour impacter, transformer les gens autour de vous. Et ensuite, il faut bâtir un plan d'action donc pour votre propre leadership. Donc ça va se passer en 4 étapes. La première, ça sera l'influence idéalisée. On va voir comment est-ce qu'il se débrouillait. Ensuite, la motivation inspirante, la stimulation intellectuelle et la considération individuelle. Vous allez voir, ça va être
assez technique, assez précis, mais j'ai confiance que vous pourrez non seulement comprendre, mais en plus, rassurez-vous, ceci est enregistré, ça sera de façon publiée dans la chaîne YouTube de MindUp Community. Alors, commençons déjà avec l'influence idéalisée. Donc, je l'ai dit, il existe donc comme ça plusieurs types de leadership, parmi lesquels le leadership transformationnel et le leadership transactionnel. Alors, le leadership transformationnel, celui qu'on étudie donc aujourd'hui, c'est le leadership du résultat à long terme. C'est celui qui vient pour pouvoir changer les personnes qui sont autour de lui. C'est un leadership basé sur une vision, un leadership basé sur des valeurs, un leadership basé sur l'humain. Le leadership transformationnel, c'est le leadership qu'on applique lorsqu'on dirige un cadre qui n'est pas établi. Il crée la valeur et derrière ensuite, le leadership transactionnel vient pour pouvoir quadriller les choses. Commençons avec le leadership transactionnel. Ça va être le leadership du résultat à court terme pour les micro-gestions, entre guillemets. Il est dans la planification, dans l'organisation et le contrôle. Il est basé sur un système de motivation orienté de telle sorte qu'il punit quand les tâches ne sont pas bien faites et il récompense quand les tâches sont bien faites. C'est un leadership qui accompagne l'individu tout en veillant à ce que cet individu puisse être efficace dans son cadre de travail en le récompensant quand il réussit et en le punissant quand il ne réussit pas. Ici, la punition n'est pas seulement de pouvoir, par exemple, interdire un accès donné ou alors renvoyer la personne ou ainsi de suite. La punition, c'est aussi souvent parfois un mot pour dire « je ne suis pas très fier de ce que tu as fait, tu aurais pu faire mieux ». C'est ça le leadership transactionnel. C'est qu'il est basé sur un système où on a besoin de résultats. Et comme on a besoin de résultats, je te manage, je te coach, je te suis, je te motive pour le résultat. Et quand tu as le résultat, je te donne une carotte. Et quand il n'y a pas de résultat, c'est le bâton qui sort. Mais surtout, le leadership transactionnel est basé sur le respect strict des normes. Il y a une hiérarchie. Et dans cette hiérarchie, l'idée, c'est de faire en sorte que les résultats puissent être au centre de ce leadership. Donc, dans le leadership transactionnel, on respecte les normes de manière stricte. Il y a des procédures et il y a la liste des tâches, des exécutions de ces tâches. C'est ça le leadership transactionnel. Il y a surtout une hiérarchie, comme je l'ai dit, stricte, où le chef est le chef et ceux qui sont sous lui sont sous lui. Mais surtout, il est conforme, le leadership transactionnel. Il y a l'employeur, il y a l'employé, il y a le chef et il y a le travailleur. C'est comme ça qu'il est constitué. Alors, le leadership transactionnel, on le verra dans la prochaine session qui est le 20. On le verra avec notamment le cas de Thomas Sankara où on apprendra en fait comment il fonctionne. Mais ce n'est pas l'objet pour ce soir. Pour ce soir, l'objet c'est le leadership transformationnel. Alors, le leadership transformationnel, il est là pour l'humain. Il est là pour l'individu. Il mise sur le lien qu'il arrive à connecter entre lui et la personne en face de lui. Le leader qui vise à appliquer un leadership transformationnel mise tous ses œufs dans l'humain, dans la relation, dans l'intimité avec la personne en face de lui. C'est donc de la macro-gestion où on peut, comme ça, l'idée des foules. C'est aussi basé sur la communication, le feedback et l'empathie. Je l'ai dit lors de la session dernière, l'empathie constitue la première qualité que va avoir un leader. Et surtout, un leader qui vise à appliquer un leadership transformationnel. Il s'est basé sur la communication et on va y revenir quand on va voir un peu ce que c'est que la communication dans le fond et dans la forme. Et aussi, la motivation est axée sur l'inspiration dans le leadership transformationnel. L'idée, c'est de pouvoir porter une vision, communiquer cette vision de manière efficace et faire en sorte que les gens nous suivent. C'est ça, le leadership transformationnel. L'idée, c'est de coacher une équipe qui sera basée dans la créativité. L'idée étant de pouvoir les accompagner au jour le jour à créer un cadre de confiance dans lequel ils vont comme ça évoluer.
L'idée étant que tout le monde puisse s'exprimer. Il n'y a pas de personne qui ne compte pas, il n'y a pas de fameuses idées nulles, ou il n'y a pas de fameuses questions idiotes dans le leadership transformationnel. L'idée étant d'écouter tout le monde et les avis de tout un chacun. Le leadership transformationnel vise la croissance personnelle. L'idée étant que celui qui coach et celui qui manage ce leadership veille à ce que chaque membre de son équipe puisse se dépasser tous les jours et qu'il puisse être quelqu'un de meilleur que la veille. C'est ça ce qui le pilote. Le leadership transformationnel encourage l'innovation, contrairement au leadership transactionnel où l'idée étant de pouvoir suivre la hiérarchie. Le changement, les relations vont être à la base du leadership transformationnel. Là-bas, c'est la relation avec l'individu en face de nous qui compte. Aussi, le leadership transformationnel va avoir une hiérarchie, certes, mais une hiérarchie souple, une hiérarchie qui peut changer. Et aussi, surtout, dans le leadership transformationnel, les personnes qui sont sous ce leadership ne vont pas dans ce leadership à cause d'une certaine rémunération seulement, mais surtout à cause de la vision que porte le leader qui les accompagne. Cela dit, ces deux leaderships sont donc opposés. On va voir qu'avec le leadership transactionnel, la semaine prochaine avec Thomas Sankara, que le focus, c'est la clarté et le rôle des tâches. Mais avec le leadership transformationnel, le focus, ça va être de pouvoir atteindre l'individu. Et donc, ça va être un leadership basé sur les relations, l'émotionnel et le mentorat, le coaching, avec pour objectif de pouvoir élever les ambitions de tout un chacun. Et donc, dit comme ça, la phrase qui résume le mieux ce que je dis, c'est cette phrase qui dit « Le leadership transformationnel fait marcher la machine, mais le leadership transformationnel lui donne une âme. » Dans un environnement chaotique où il n'y a rien, où il n'y a pas encore même un semblant de hiérarchie, c'est le leadership transformationnel qu'il faut appliquer pour pouvoir mettre en place un cadre solide. Pourquoi? Parce que le leadership transformationnel est magnétique. Il attire les gens vers soi. Et quand les gens sont regroupés, puisqu'ils sont déjà regroupés, et que nous sommes une institution, et que cette institution doit avoir une hiérarchie, pour pouvoir diriger cette hiérarchie, on applique désormais un leadership transactionnel. Mais dans tout cadre où le chaos règne, où il n'y a personne pour guider l'autre, c'est le leadership transformationnel qu'il faut mettre en avant pour pouvoir faire un effet magnétique et accompagner chaque individu. Ceci dit, maintenant qu'on a posé un cadre clair qui différencie le leadership transformationnel du leadership transactionnel, voici ce qui est à comprendre concernant notre homme de ce soir, Nelson Mandela. Comment un homme, après 27 ans de prison, a-t-il pu non seulement éviter une guerre civile, mais aussi unifier une nation profondément divisée? Ce qui s'est passé, c'est que Nelson Mandela, bien étant né en Afrique du Sud, a connu de plein fouet les indications de l'apartheid. L'apartheid étant une séparation de la société entre les Noirs et les Blancs. Et cette séparation, marquée d'injustice, marquée de profond mépris pour la race noire, ne causait que de tort, de mal et souvent beaucoup de morts. Nelson Mandela a donné toute sa vie pour pouvoir combattre ce système. Il a manifesté, a été vu en train de manifester, a été mis en prison pendant des années. Mais il est resté un leader fort dans le cœur de tous les Sud-Africains noirs. Et même en prison, il a su galvaniser des foules. Son leadership était basé sur un fondement humain, que tout homme est égal à l'homme qui est en face de lui, que tous les hommes sont égaux, et que jamais au grand jamais la race noire n'est supérieure à la race blanche, et jamais au grand jamais la race blanche ne serait supérieure à la race noire. L'idée étant que tout le monde mérite de vivre dans un pays complètement en harmonie.
Mais tout le monde ne pense pas comme ça. Comment on fait pour que les gens puissent nous croire, nous accompagner, nous suivre? Il y a des piliers qu'a appliqué Nelson Mandela. Et ces 4 piliers que j'ai regroupés, nous allons les voir ce soir. Comme je l'ai dit, ça ne sera pas très long, mais j'ose le croire, ça sera certainement très impactant. Alors, voyons ensemble le pilier numéro 1, la vision qui dépasse la souffrance. L'idée de Nelson Mandela était de voir une nation arc-en-ciel. Arc-en-ciel, voulant dire une nation avec différents hommes de différentes origines, avec différentes couleurs de peau, d'où la connotation arc-en-ciel. Et c'est depuis une cellule qu'il avait cette vision. Et même dans les pires conditions, Mandela n'a jamais perdu de vue son objectif final. Son objectif final était une Afrique du Sud démocratique et non raciale. Sa vision n'était pas la vengeance, mais la réconciliation. Quand il était en prison, on est venu lui poser la question, ou plutôt lui soumettre une alternative. On lui a dit, est-ce que c'est possible que nous puissions te libérer pour que tout simplement tu puisses arrêter ce que tu fais? Nous sommes prêts à te libérer si tu es prêt à dissoudre ton parti et à arrêter les manifestations et à rentrer chez toi. Il a refusé. Il a dit non. Je ne peux pas abandonner mon parti, je ne peux pas abandonner ma guerre, je suis là pour ça. Et la leçon à retenir, c'est que le leader transformationnel fixe son regard sur l'horizon. Il voit ce que les autres ne voient pas et arrive à le décrire de manière tellement claire que les personnes à qui il parle s'y voient aussi. Il ne voit pas d'obstacle et il est très persévérant. Il vend un futur désirable, pas une simple amélioration du présent. Ce qui fait que votre vision pour votre équipe inspire-t-elle l'espoir ou simplement l'exécution? Je connais une amie qui, dans une école où elle a été, n'avait aucune amicale de médecine. Parce qu'elle fait médecine et elle est venue dans cette amicale et il n'y avait aucune trace d'une quelconque hiérarchie. Tout le monde était un peu à la va-vite alors que il fallait de l'intégration pour les jeunes, il fallait l'échange des polycopiés par exemple, il fallait créer une communauté qui allait être fédérée autour d'une vision commune qui est la communauté congolaise. Alors, dans cette pagaille, cette amie a appliqué aussi un leadership transformationnel. Elle s'est donnée pour mission de connaître tout le monde, de comprendre tout le monde, de connaître leur vie, de connaître leur mode de vie, de connaître leur centre d'intérêt, la musique, les chants, la danse, et ainsi de suite. Ce qui prouve bien que le leadership transformationnel n'est pas basé sur c'est possible, donc on doit le faire. Non. Il n'est pas non plus basé sur il y a nécessité de le faire, donc on doit le faire. Non. Il n'est pas non plus basé sur le fait qu'il faut ou pas pouvoir emmener les gens à faire quelque chose. La pire chose qu'on puisse faire quand on veut appliquer le leadership transformationnel, c'est de pouvoir établir des règles et de vouloir que tout le monde les suive. La première étape consiste à connaître les personnes que vous voulez emmener dans votre vision. La première étape, c'est d'avoir une vision. C'est pourquoi, peu importe le domaine où vous êtes, peu importe comment tu comptes appliquer ton leadership, peu importe l'endroit où tu comptes l'appliquer, même si on parle d'une centaine de personnes, applique-toi tous les jours à connaître ces gens. À les connaître par leur nom, à les connaître par la manière dont ils sont. Petit témoignage, j'ai travaillé dans une entreprise où j'ai eu un entretien avec la RH et il se trouve que lors de cet entretien, il y avait également la manager qui devait manager l'équipe dans laquelle j'allais être. Et le lendemain, puisqu'ils m'ont pris dans l'entreprise, quand je suis venu travailler, on était une équipe qui était chargée de faire donc un travail donné. On était près d'une vingtaine dans l'équipe. Et quand je suis arrivé en retard parce que mon Yongo avait un problème. Toute l'équipe était déjà là. Et j'étais le dernier donc à entrer dans la salle. Et quand j'entre, elle me dit bonjour Dédi, comment vas-tu? J'ai dit ça va, je vais très bien. Et pendant qu'elle me disait ça, je me disais mais elle se souvient encore de comment je m'appelle? Et pourtant elle a fait pas moins de 50 entretiens hier. Vu que quand je suis arrivé, j'ai vu la file d'attente. Et ce qui s'est passé, c'est que
Pendant toute la réunion de ce premier jour, où elle voyait ces gens pour la première fois, elle appelait chacun par son prénom. Et j'étais complètement fasciné, surtout pour moi qui oublie facilement les prénoms. Et tout de suite, à chaque fois qu'elle m'appelait Dédi, je sentais une connexion entre moi et elle. Et devinez quoi, c'était la même chose pour toutes les personnes qui étaient là. Elle a créé une équipe forte, qui a donné des bons résultats. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais oublié. Commencez par maintenir les noms des personnes avec qui vous travaillez. Commencez par maintenir les noms des personnes avec qui vous êtes, des personnes que vous coachez. Il y a des leaders qui se croient leaders, mais qui ne connaissent même pas le nom des personnes qui sont sous eux, qui ne connaissent parfois même pas pire leur fonction. C'est la pire chose qui puisse arriver à un leader. Vous devez connaître non seulement leur nom, mais aussi qui ils sont, leur centre d'intérêt, leur envie, comment ils vivent, qu'est-ce qui les fait lever le matin, où se trouve leur amour, où se trouve leur amour de la vie, qu'est-ce qui compte pour eux. Et est-ce qu'ils sentent que vous les aimez? Est-ce qu'ils sentent qu'ils comptent vraiment pour vous? Est-ce qu'ils sentent que vous les faites confiance? Vous ne pouvez pas transmettre cette vision si vous ne vous intéressez pas à eux. Le deuxième pilier qu'a appliqué Nelson Mandela va être surtout le fait de pouvoir incarner le message. Vous ne pouvez pas porter une vision si vous ne l'incarnez pas. Il faut être le changement que vous voulez voir. Et donc, le concept, ça sera toujours de pouvoir appliquer des actions qui parlent plus fort que vos discours. Mais ces actions doivent être en accord, en ligne avec ce que vous visionnez dans votre esprit. Nelson Mandela, pendant qu'il était en prison, a appris l'Afrikaans. L'Afrikaans, c'est la langue des Africanes, comme on dit. C'est la langue des Blancs qui étaient là-bas à l'époque. Il a appris leur langue. Il a appris, entre guillemets, la langue de ses ennemis pour négocier, pour montrer que lui aussi pouvait apprendre cette langue et aussi, surtout, que cette langue n'était pas seulement destinée à eux. Un noir pouvait le parler. Il a appris aussi cette langue pour pouvoir mieux comprendre les personnes avec qui il devait discuter. C'est pourquoi, en faisant ça, il a incarné un message absolu. Oui, les noirs et les blancs peuvent véritablement s'entendre. C'est pourquoi, si vous défendez un point de vue au sein d'une équipe, incarnez ce message. Ne vous arrêtez pas à parler seulement. Montrez que vous croyez vraiment ce que vous dites par des actes. Les gens oublient très rarement ce que vous dites, mais certainement difficilement vos actes et comment vous leur faites se sentir. Quand quelqu'un est en face de vous, comment se sent-il? Quand vous êtes en face de quelqu'un, est-ce que vous êtes déjà arrivé à vous retrouver en face d'une personne devant laquelle vous vous sentez mal à l'aise pour une raison ou pour une autre? Avez-vous déjà oublié ça? Non. Certainement pas, parce que les gens oublient rarement comment vous leur faites se sentir. Votre crédibilité surtout tient à ça. Faites sentir les gens bien. Faites-les sentir bien quand ils sont en face de vous. Regardez-les dans les yeux, discutez avec eux en s'intéressant à eux. Faites vraiment en sorte qu'ils puissent, mais alors vraiment, être convaincus que vous êtes intéressé par eux. Mais surtout, pour en revenir à ce que je disais, il faut absolument, absolument plus d'action que de paroles. Alors la question à se poser, c'est quelle est l'action, même petite, que vous pourrez faire demain pour incarner les valeurs que vous prônez? Quelle est l'action, même petite, qu'il faut faire pour que les gens voient que vous êtes sérieux dans ce que vous dites? Un leader ne parle pas seulement, il fait. Et c'est parce qu'il fait que c'est un leader. Parce que l'action est au cœur de tout changement. Aussi, le pilier numéro 3, qui est donc le pilier développé par Nelson Mandela, ça va être la réconciliation comme stratégie. Comme je l'ai dit, la relation est au cœur du leadership transformationnel. Et donc, le pardon aussi. Et donc, l'amour aussi. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est l'arme ultime. On va dire même que c'est l'arme la plus puissante qui puisse exister en leadership. Le leader sait pardonner. Et le leader sait encaisser. Le leader sait comprendre. Le leader ne blâme pas seulement pour blâmer. Le leader se met à la place de la personne qui a fauté. Le leader sait faire la différence entre
une action et la personne. Le leader ne dit pas, en tout cas celui qui évolue dans le cercle transformationnel, et même en général un leader ne peut pas dire « tu es idiot ». Non, l'acte que la personne a posé n'était pas très intelligente. Il aurait pu faire mieux. Mais ça ne fait pas de lui, en aucun cas, une personne idiote. Un leader sait donc faire la différence entre l'acte que pose une personne et la personne, pour ne pas les mélanger les deux. Parce que la personne, c'est la personne. Elle est une personne, elle est faite de chair, c'est un être humain, elle peut commettre des erreurs. Mais souvenez-vous toujours, les personnes sont capables du pire comme du meilleur. La personne qui a fait une faute aujourd'hui peut être celle qui sauve l'équipe demain. C'est pourquoi il ne faut pas la frustrer, il faut lui parler avec conciliation et apprendre à comprendre que les erreurs sont les marches sur lesquelles on pose les pieds pour accéder à la grandeur. On ne peut pas évoluer sans faire d'erreur. C'est pourquoi le leader sait reconnaître l'erreur salvatrice qui va sauver un membre de son équipe. Le leader sait faire comprendre aux membres de l'équipe que l'erreur ne tue pas. L'erreur fait avancer la science. On dit que la science évolue par erreur corrigée. Mandela, lui, a challengé la façon de penser de son propre camp. Son propre camp voulait une justice punitive. Il voulait que les Blancs puissent souffrir. Mandela a réussi à leur faire changer cet avis. Il a compris que sans le pardon, il n'y aura pas de futur possible. Et il a arrivé à faire accepter son parti d'arrêter de penser comme ça. Le leader transformationnel n'est pas dans une optique où il faut absolument taper quand ça ne va pas. Le leader transformationnel, lui, écoute, pardonne, comprend l'autre et lui accorde une seconde chance, en veillant à ce qu'il ne puisse pas remettre la même erreur. Et donc, il faut parfois apprendre à pouvoir comprendre les erreurs des autres et à évoluer malgré ça. La question à se poser, c'est donc face à un conflit, votre réflexe est-il de chercher un coupable ou de construire un pont? L'idée étant de ne pas essayer de chercher un coupable. Le coupable, en général, dans les équipes de leaders, dans les équipes où il y a un leader, c'est toujours le leader. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir accompagner cette personne qui a fait cette erreur à ne pas la reproduire. Et surtout, souvenez-vous-en, la personne à qui on pardonne, c'est cette personne qui reste. Parce qu'elle sait que vous lui avez pardonné. Et parce qu'elle sait que quand on lui accorde une seconde chance, il faut qu'elle puisse faire des efforts pour changer. Et quand les personnes sont conscientes de ça, ça les change. Et c'est ça toute la base du leadership transformationnel. Le quatrième pilier, on l'a vu. Maintenant, le quatrième pilier, le troisième pilier, on l'a vu maintenant. Le quatrième pilier, ça va être la considération au service collectif. Chaque personne compte, on l'a dit. Et on a dit même que c'est la base du leadership transformationnel. Chaque personne compte. Alors, le concept, c'est que malgré sa stature mondiale, Mandela était connu pour sa capacité à se connecter individuellement. Et pour ceux qui suivent souvent ceux qui sont en tout cas abonnés à MindUp, ils savent que j'accorde souvent cette manière de faire à Obama. Parce que c'est comme ça qu'il fait souvent. Il sait comment est-ce qu'il faut connecter avec chaque personne de manière individuelle. Là, il connaissait le nom de ses gardiens de prison. Il s'intéressait à leur famille, à leurs enfants, à leurs femmes. Il connaissait les personnes qui étaient dans ces cellules, dans les cellules voisines. Il connaissait leur vie. Il s'intéressait vraiment à qui ils étaient. Il invitait ses anciens gréoliers à son investiture présidentielle. L'idée, c'est de comprendre que la transformation d'un groupe passe par la reconnaissance de chaque individu de manière particulière. Les gens ne se battront pas pour une vision qu'ils ne sentent pas, qu'ils n'entendent pas ou qu'ils ne voient pas. La question à se poser, c'est quand avez-vous pour la dernière fois eu une conversation vraie avec un membre de votre équipe? Sans parler de travail, sans parler d'autre chose. Parler de lui, de sa vie, de ses conceptions, de sa vision. Le leadership transformationnel consiste
à comprendre le monde dans lequel évolue l'autre. Et c'est seulement parce qu'on comprend le monde dans lequel évolue l'autre qu'on arrive facilement à connecter avec lui. Et quand on connecte comme ça avec la majorité ou la plupart des gens, on finit tout de suite par être un leader naturel. Parce que tout le monde nous connaît. Parce que quand on passe, on dit bonjour à tout le monde en l'appelant par son nom. Bonjour Fred, bonjour Laetitia, bonjour Albertine, bonjour, bonjour, vous allez bien, oui. Et comment les enfants, comment la famille, tout le monde va bien? Ah oui, merci. C'est ça, le leadership transformationnel. On raconte souvent que Obama arrivait à saluer jusqu'à la première personne, à l'entrée de la porte, c'est-à-dire le gardien, à l'appeler par son nom, à rentrer, à saluer la secrétaire en l'appelant par son nom, à demander des nouvelles de sa famille, et en montant, à demander à sa secrétaire en haut, comment tu vas, en l'appelant par son nom. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre les leaders et le manager. Parce que chaque personne compte. Et je n'insisterai jamais assez dessus. Chaque personne compte de manière personnelle et individuelle. Alors, Mandela a changé une nation. C'est clair. Et vous pouvez changer une équipe, vous pouvez changer un département, vous pouvez changer une entreprise, c'est possible. Vous pouvez changer une communauté grâce au principe qu'on a vu et vous pouvez changer vous-même. Et pour pouvoir changer comme ça, il vous faut, on va dire, une certaine sorte de compétences techniques. Au-delà de ces principes qu'on a cités, qui ne suffiront pas à vous mettre sur pied pour pouvoir aller affronter le monde du leadership. Donc, voyons ensemble, de manière très ramassée, quelques compétences que vous pouvez avoir besoin lorsque vous serez comme ça sur la scène du leadership. Vous êtes dans une équipe, vous êtes peut-être, au moment où je suis en train de parler, la personne la moins remarquée de l'équipe. Ou peut-être qu'au moment où je parle, vous êtes là justement parce que vous aspirez à être quelqu'un de un peu remarquable au sein de votre équipe. Peut-être que personne ne vous remarque, peut-être au fait que vous attendez de ce webinaire qu'il puisse vous donner les outils pour faire en sorte que vous puissiez être un peu plus remarquable. Ou peut-être que vous attendez de ce webinaire qu'il puisse vous donner les outils pour mieux gérer votre équipe parce que les gens ne s'entendent pas, parce que vous n'êtes pas assez productif, pas assez convenable par rapport à vous. Alors, c'est peut-être le moment d'écouter que c'est quelques compétences techniques qui pourront vous aider à sortir de la non-productivité et à sortir de l'ombre au sein de votre équipe. Si vous pratiquez ce que je vous dirai là, il n'y a aucune probabilité que vous puissiez échouer. En tout cas, si vous le pratiquez tel que je vous le dis. Et comme aime souvent le dire quelqu'un que j'aime beaucoup, ces choses marchent toujours. Parce que les gens sont prévisibles, parce que la science humaine est prévisible et c'est une science. Parce que les gens aiment les gens qui les aiment. Donc, pour devenir un leader, la dernière fois on en a parlé et je vais réitérer. Ça, c'est un petit rappel. Vous devez avoir une vision pour commencer. On ne devient pas leader pour devenir leader. Vous devez avoir une vision. Vous avez déjà constaté qu'il y a des gens autour de vous qui, certainement, sans trop faire d'efforts, arrivent à drainer des foules. Nous allons en voir le secret maintenant. Et si vous êtes attentif et que vous arrivez à pratiquer ce que je vais dire, vous allez voir vous-même, dans les 2 semaines à venir seulement, les résultats de ce que vous allez faire. Mais commencez déjà par avoir une vision. Où est-ce que vous voulez aller exactement? Le leadership que vous voulez appliquer, aussi transformationnel soit-il, où voulez-vous qu'il vous emmène? Est-ce que vous voulez diriger l'équipe? Vous voulez prendre le contrôle de l'équipe, devenir manager? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Est-ce que vous voulez être un meilleur chef de famille, un meilleur père, une meilleure maman, une meilleure personne au sein de l'équipe, au sein de l'association, au sein du bureau, au sein de la structure que vous gérez, au sein de l'ONG peut-être, au sein de l'entreprise? Vous devez avoir une vision, un plan, des objectifs à court et à long terme. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez plus d'argent? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Écrivez-le sur papier, s'il vous plaît. Écrivez-le sur papier. Quand je dis souvent aux personnes que je coach de pouvoir les écrire sur papier, les gens me disent oui, j'ai écrit, je connais déjà. Mais s'il vous plaît, écrire sur papier vous permettra premièrement de pouvoir clarifier votre vision.
Écrivez-le en une phrase, en deux phrases, en un paragraphe. Clarifiez votre vision sur papier. Écrire sur papier vous permettra, en plus de la clarifier, d'utiliser une mémoire qui est kinesthésique. Cette mémoire vous permettra de comprendre et de mémoriser un peu plus votre vision. En l'écrivant, répétez-le à haute voix. Et là, vous utilisez une mémoire auditive. Et surtout, vous utilisez également la mémoire visuelle pour mieux imprégner votre propre vision. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez plaquer cette vision en gros caractères en l'imprimant ou le plaquer sur votre mur. Oui. Comme ça, chaque matin, quand vous vous lèverez et que vous voyez cette vision, vous ne l'oublierez pas et vous savez exactement où vous allez. Maintenant que vous avez votre vision, je vous ai dit, si vous faites ce que je vous dis, vous verrez les résultats. Et si vous ne les faites pas, vous ne verrez pas les résultats. C'est pourquoi, faites-le. Une fois que vous avez ça et que vous savez exactement ce que vous voulez, vous avez au moins une vision, au moins une vision. Je ne parle pas encore d'objectifs précis, mais au moins une vision. Même si vous ne savez pas comment vous allez y arriver, au moins une vision. Développez le sens de l'empathie. L'empathie, mes chers amis, ça ne consiste pas seulement à aimer les gens. Non. Moi, j'aime les gens, vous savez. J'aime beaucoup les gens. Je les aime tellement, mais j'ai fini par comprendre il y a quelques années que les aimer ne suffit pas. Il faut aussi que je leur montre que je les aime. Et c'est ça qui fait la différence. Je les aime, c'est vrai, mais ils ne le savent pas. Et comme ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas me le rendre. L'empathie consiste à montrer aux personnes avec qui vous traînez, aux membres de votre équipe, mais que vous les aimez. Montrez-les leur. Ils ne le savent pas, ils ne le savent pas. Et vous pouvez les montrer en agissant. Comment en agissant? En leur disant bonjour, en leur appelant par leur nom, en faisant la conversation avec eux, en allant un peu plus loin. Développer l'empathie. Ça va être votre deuxième challenge. Ensuite, il vous faut du courage. Ça demande du courage d'aborder un inconnu que vous ne connaissez pas, un membre de votre équipe, peut-être avec qui un collègue, vous n'avez jamais échangé un mot. Peut-être ce collègue a-t-il un visage qui a un front fermé tout le temps. Et vous avez peur de l'approcher parce que vous ne savez pas comment il va le prendre, vous ne savez même pas quoi lui dire. Ça demande de l'audace, ça demande du courage. Le courage de sortir de votre zone de confort est le courage qui vous fera changer. C'est le courage qui sera le prix que vous allez payer pour devenir un leader. Et si vous vous posez la question de savoir, puisque tout a un prix, quel est le prix pour vous pour devenir un leader, je vous dirais que ce prix-là, c'est le courage, c'est l'audace, c'est la force de sortir de votre zone de confort. C'est tout. Il n'y a pas d'autre prix. Je parlerai peut-être du travail, mais c'est plus le courage. Et surtout, vous devez être un homme intègre. L'intégrité morale, physique et même extérieure est basée sur la capacité que vous avez à tenir vos promesses, à aligner vos actes et vos paroles avec une telle aisance que tout le monde sait que vous êtes quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. L'idée étant que vous puissiez être quelqu'un d'assez irréprochable. Bien, maintenant qu'on a vu, on va dire, les bases, vraiment un rappel de ce que j'ai dit le dimanche dernier, voyons ensemble le véritable but du leadership. Là encore, c'est un rappel. La mission du leader, je vais passer rapidement et comme je l'ai dit la dernière fois, de pouvoir créer un environnement où les gens se sentent en sécurité. De pouvoir voir le potentiel de tout un chacun, même quand ils ne le voient pas eux-mêmes. De pouvoir retirer les obstacles pour que votre équipe puisse briller. Quand je dis votre équipe puisse briller, votre équipe puisse briller. Pas vous, votre équipe. Vous brillerez avec votre équipe. Vous êtes comme ce bout de pollen qui est sur l'eau et quand l'eau grimpe, mais le bout de pollen grimpe puisqu'il flotte sur l'eau. N'essayez pas de grandir par vous-même. Faites grandir votre équipe et vous grandirez avec votre équipe. Et la mission, ça sera aussi de développer des gens si compétents qu'ils pourraient prendre votre place. Oui, je répète, de développer des gens si compétents qu'ils pourraient prendre votre place. Je répète encore une fois. Vous voulez être un leader transformationnel. Développez une équipe de gens si compétents qu'ils pourraient prendre votre place. Et vous savez le paradoxe avec ça?
c'est que si vous vous engagez sur ce chemin, cette équipe ne pourra jamais prendre votre place. Tout simplement parce que celui qui donne est toujours supérieur à celui qui reçoit. Et plus vous donnerez, plus vous monterez. C'est pourquoi il faut arrêter de vouloir être un héros de l'histoire. Il faut devenir le guide qui aide les autres à devenir un héros. Et vous serez le père d'une multitude. Là encore, c'était des rappels. J'étais en train de dire la dernière fois que l'intelligence émotionnelle va être l'une des compétences qu'il vous faudra pour pouvoir devenir un leader. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Là, on entre dans la technique. Dans la technique. Alors, pourquoi faut-il déjà qu'on puisse identifier nos émotions? Là, on parle d'intelligence émotionnelle. Il faut qu'on se comprenne. Là, on parle d'intelligence émotionnelle. Je suis en train de parler d'intelligence émotionnelle comme compétence. Et donc, je suis en train d'essayer d'entrer dans la technique pour vous donner quelques outils, en tout cas ceux que j'estime le plus important, pour pouvoir désamorcer quelques conflits et utiliser l'intelligence émotionnelle au mieux. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on puisse identifier nos émotions? Déjà, pour mieux se comprendre. Si votre chef vous parle mal et vous vous fâchez, vous vous mettez en colère, il faut pouvoir comprendre ce que c'est que la colère. La colère est une émotion, mes amis. Elle est passagère, elle est bien la colère quand on sait la gérer et quand on sait la canaliser. Mais si vous ne comprenez pas que vous êtes en colère, qu'il s'agit d'une hormone qui circule dans votre corps et que ça va certainement se dissiper dans les minutes qui suivent, vous risquez de faire une courte folie. Si vous ne savez pas comment gérer cette émotion, comment externaliser cette colère de manière saine, mais comment voulez-vous gérer au mieux vos émotions? La deuxième raison pour laquelle il faut pouvoir comprendre les émotions, c'est pour nous aider à anticiper sur une situation. Oui, quand on sait comment fonctionne l'émotion colère, mais on essaie d'éviter de provoquer la colère. On sait par anticipation par où il faut passer ou par où il ne faut pas passer pour éviter de susciter cette émotion chez l'autre. L'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre que cette phrase ou cette tournure de phrase pourrait énerver la personne en face de moi. Et aussi, l'intelligence émotionnelle nous permet de comprendre un besoin ou un désir non satisfait. Vous pouvez avoir un collègue qui vient vous se plaindre auprès de vous pour une situation, alors qu'en fait, elle est en colère à cause d'une autre situation. C'est parce que vous avez une intelligence émotionnelle que vous arrivez à distinguer, entre autres, le problème réel de la personne qui est en face de vous. L'intelligence émotionnelle, pourquoi? Pour comprendre une situation. Deux personnes sont en face de vous, ils sont en train de se discuter. Parfois, il se trouve que le sujet sur lequel ils sont en train de discuter n'est même pas le vrai sujet, en fait, du conflit. L'intelligence émotionnelle vous permet de comprendre quel est réellement le problème. C'est pourquoi on étudie l'intelligence émotionnelle. Mon objectif, quand je vous dis tout ça, c'est de pouvoir vous pousser à chercher, à prendre des formations sur l'intelligence émotionnelle, à creuser, à faire en sorte que vous puissiez vous intéresser à l'intelligence émotionnelle parce que c'est une compétence. Pourquoi l'intelligence émotionnelle? Pour comprendre l'autre, pour arriver à se mettre à sa place, pour arriver à saisir ce qu'il dit. Pourquoi l'intelligence émotionnelle? Pour exprimer ou satisfaire un besoin ou un désir. Quand on est intelligent émotionnellement, on sait comment exprimer ses émotions. Et surtout, pour nous renseigner sur notre état intérieur et sur notre environnement. Maintenant, petite base en intelligence émotionnelle. On ne va pas voir ici l'intelligence émotionnelle dans toute sa splendeur, c'est pas possible. Je ne peux pas le faire en un webinaire, c'est vraiment pas possible. Mais on va voir ensemble quelques brèches de l'intelligence émotionnelle. La raison pour laquelle souvent on utilise l'intelligence émotionnelle, c'est pour pouvoir gérer les situations de conflit. Et les émotions qui existent sont ceux que vous voyez à l'écran. Il y a la colère, il y a la joie, il y a la surprise, il y a la tristesse, il y a la peur et il y a le dégoût. Voilà les émotions qui existent. Et les émotions à craindre sont souvent la colère et la peur. Parce que ce sont ces deux émotions qui causent le plus de problèmes en entreprise, qui causent le plus de problèmes dans la société. Et je pourrais même ajouter la tristesse. Mais surtout la colère et la peur. On fait beaucoup de choses à cause de la colère et on fait beaucoup de choses par peur. Parce que la peur est interprétée chez chacun d'une manière différente.
Une autre personne peut se mettre en colère parce qu'elle a peur. Une autre personne peut vous faire des problèmes parce qu'elle a peur. Une autre personne peut mal vous parler juste parce qu'il a peur. Juste parce qu'il a peur. Et donc, voyons ensemble, pour ce soir, je ne peux pas tous les voir, c'est pas possible, puisque je suis à 47 minutes, il faut que je ne puisse pas arriver à 1 heure. Voyons ensemble seulement la colère. La colère, chez vous, déjà, vous pouvez vous mettre en colère pour une situation, c'est possible, ça arrive. Quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée, c'est de pouvoir comprendre déjà comment elle fonctionne, la colère. C'est passager. Ce n'est jamais perpétuel. C'est une hormone qui circule, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une manière d'extérioriser la colère de manière saine. Et il y a plusieurs méthodes qui existent, entre autres, parmi lesquelles, par exemple, prendre une feuille de papier et la serrer très fort. Crier dans un doudou, parler à quelqu'un de manière, on va dire, parler à un proche, de manière vraiment en disant ce qu'on pense, d'accord? On est là, ouais, il m'a énervé, vraiment, je comprends pas pourquoi il a fait ça. Vous criez, oui, quand vous criez devant un proche, ça extériorise cette colère. Et ça diminue l'état de cette colère en vous. Vous pouvez également, si vous le voulez, comme je l'ai dit, prendre un papier et le déchirer et l'appuyer très fort. Ça marche aussi. C'est une manière saine d'extérioriser cette colère. Et faites un contrat avec vous-même. Si vous êtes quelqu'un de colérique, faites un contrat avec vous-même. Chaque fois que je suis en colère, trouvez un truc, n'importe quoi, qui puisse être capable d'extérioriser cette colère. Et dites-vous, chaque fois que je suis en colère, la première chose que je fais, avant de pouvoir attaquer la personne en face de moi ou avant de pouvoir exploser, je vais d'abord essayer de l'extérioriser. Faites un contrat avec vous-même. Et vous verrez vous-même que votre colère deviendra parfois même votre atout. Parce qu'une fois que vous arrivez à la gérer, vous pouvez désormais l'orienter. Parce que c'est une énergie. Mais je ne vais pas m'étendre, sinon franchement, je ne finirai pas de parler. On passe. L'autre compétence qu'il faut avoir, ça va être la communication stratégique. Savoir communiquer, discuter avec la personne en face de vous. Mon Dieu, il y a un véritable fossé entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce que l'autre comprend. Et ça c'est un problème. C'est un problème dans les relations interpersonnelles, c'est un problème dans les relations de société, c'est un problème en entreprise. Les gens ne savent pas parler. Malheureusement, on n'a pas tous été éduqués à bien parler et ça se comprend. Mais ça s'apprend. Et même au-delà de l'éducation, c'est en plus une compétence. Savoir parler, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il faut que ce soit pour vous une priorité d'apprendre une telle compétence. Et donc, voyons ensemble comment ça se passe. Ce schéma est un peu complexe, mais je vais essayer de simplifier au max pour faire en sorte, en tout cas c'est le schéma que j'ai trouvé pour comme ça donner le plus possible sur la communication stratégique. Alors, parlons de la communication non violente en communication stratégique, parce que la communication stratégique également, comme l'intelligence émotionnelle, est trop vaste pour que je puisse parler de tout ce qui la regorge et tout ce qui la représente. Je vais seulement parler de la communication non violente. L'idée avec la communication non violente, c'est de faire en sorte que nous puissions trouver un consensus avec la personne avec qui je parle, sans avoir à nous déchirer. Et donc, je vais faire en sorte que la personne en face de moi comprenne très bien ce que je dis, et lui également va faire en sorte de comprendre très bien ce que moi je dis. Alors, comment ça se passe? Déjà, il faut avoir, on va dire, une écoute empathique de ce que la personne... Et quand je dis une écoute empathique, c'est vraiment, je regrette parce que j'ai pas le temps, je veux pas rentrer dans les détails, c'est compliqué, mais la plupart des gens, en tout cas de nos jours, quand les gens parlent, ils sont centralisés sur eux-mêmes. Bonjour, comment tu vas? Oui, ça va. Il est pressé de finir la conversation. Il ne prête même pas attention à ce que tu es. Il ne prête pas attention à si tes yeux sont fuyants, si tes yeux le regardent. Il ne regarde même plus, on ne se regarde même plus. Et c'est tellement dommage parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses.
il y a des gens qui même sont dans des familles où ils dépriment depuis des semaines. Personne dans la famille ne se rend compte. C'est grave. Et c'est tellement dommage. L'écoute active consiste non pas seulement à écouter, mais à regarder la personne, à analyser son nom verbal. Si vous n'avez jamais suivi de cours ou, je ne sais pas, de conférences sur le langage non verbal, fiez-vous à votre instinct. Regardez la personne et fiez-vous à votre instinct. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? En général, le subconscient analyse très bien le non verbal. Donc l'idée, ça va être de pouvoir observer et ressentir et s'exprimer. C'est-à-dire que c'est ça, on va dire, le protocole. J'ai pas envie de dire que c'est un protocole, mais c'est ça le chemin. Observer. Quand je dis observer, écouter, voilà, tout ça, ça fait partie de l'observation. C'est-à-dire que quand la personne est en face de moi, il va certainement s'exprimer. L'idée, c'est que j'observe d'abord. J'écoute ce qu'il dit, je le vois, j'essaie de ressentir ensuite. J'essaie de ressentir comme lui il ressent. J'essaie de me mettre à sa place. Combien de personnes ne se mettent pas à la place de leur interlocuteur? Comment voulez-vous comprendre la personne qui parle avec vous si vous ne vous mettez pas à sa place? Parce qu'en général, en restant figé sur sa position, mais on n'arrive pas à percevoir ce que l'autre veut. Et on ne peut pas évoluer. L'idée, ça va être d'écouter, d'observer et ensuite d'essayer de se mettre à sa place. Même d'essayer. Ne serait-ce qu'essayer, c'est déjà beaucoup. D'essayer de ressentir ce qu'il ressent. D'essayer de se mettre à sa place. Et ensuite de réfléchir en fonction des données dont il m'a fait part et de comment je me sens maintenant que j'essaie de me mettre à sa place. Est-ce que je comprends ce que lui, il essaie de dire? Et seulement à partir de là, répondre à la personne. Maintenant, nous, malheureusement, voilà, là, je suis en train de faire un webinaire. Il n'y a pas tout le monde. Donc, vous allez vous retrouver en face des gens qui n'ont pas un certain process d'évolution. Ils ne suivent pas de webinaire. Ils n'essaient pas d'évoluer. Ils sont, on va dire, dans une logique inconsciemment inconsciente. Donc, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et ils pensent qu'ils savent. Quand face à ce genre de personnes, c'est à vous de prendre de la hauteur puisque vous savez qu'il faut écouter, ressentir et seulement ensuite s'exprimer. Qu'est-ce que vous faites? Poussez-le implicitement, consciemment et consciencieusement à appliquer ce schéma. Parlez, ensuite demandez-le. S'il te plaît, est-ce que tu peux essayer de te mettre à ma place? Voilà comment je vois les choses. Essaie de se mettre à ma place. Est-ce que tu comprends ce que je ressens? Et seulement ensuite, quand vous l'aurez poussé à faire ce schéma, demandez-lui de vous répondre. Faites-le consciencieusement. C'est en faisant ça que vous aurez une brève communication stratégique. Bref, je pourrais en parler pendant des heures, mais il faut qu'on passe. L'autre compétence importante qu'il faudra avoir, ça va être le coaching et le développement de talent. Vous allez dire encore, oui, mais Dédi, nous, on n'est pas des coachs. Le coaching est un art de poser la question, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est l'art de poser la question et la bonne question, d'identifier le problème et d'essayer de le résoudre. La dernière fois, j'étais en train d'expliquer que quand vous êtes avec quelqu'un, l'idée, c'est de pouvoir lui poser les bonnes questions. Et donc, j'ai répertorié quelques questions qui pourraient être intéressantes à poser à la personne en face de vous. N'importe qui, peu importe qui c'est, si vous êtes déjà dans une position de leader et que vous pouvez discuter, allez au fond de la personne, cherchez l'essence même de la personne. Quel est ton objectif de vie? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu as un projet actuellement sur lequel tu travailles? Et à la maison, tu t'es marié depuis quand déjà? À 12 ans? Et après les 12 ans, comment tu te sens? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu me conseillerais de me marier par exemple? Quel conseil tu me donnerais? C'est ça, en fait, le coaching. Et c'est surtout quand vous vous retrouvez dans une situation où vous avez envie de l'apprendre quelque chose, ne l'apprenez pas ça frontalement. Posez des questions. Posez des questions. Mes amis, posez des questions. Emmenez-le à lui-même comprendre
ce que vous essayez de l'enseigner. C'est un principe qui s'appelle la maïeutique. Et c'est extrêmement puissant en coaching. Parce que ce n'est pas vous qui lui donnez la réponse. Vous connaissez déjà la réponse. Pourquoi vous lui donnez? Il ne comprendra pas. C'est le processus qu'il retiendra. Et donc, l'art du coaching, c'est l'art de pouvoir lui poser des questions. Tu as fait ceci? D'accord, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu voulais quand tu faisais ça? Ah oui, moi je voulais faire ça. D'accord. Et maintenant, est-ce que tu penses que tu as atteint ton objectif? Non. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai manqué de... Oui, d'accord. Mais est-ce que tu penses que, ici par exemple, si tu l'avais fait de cette manière, est-ce que tu penses que ça... Qu'est-ce que ça allait donner? Ah oui, je pense que si j'avais fait ça de cette manière, ça allait donner... Ok, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Ah oui, peut-être que je dois essayer. C'est ça. Ne lui dites pas, mais toi, mais pourquoi tu as fait ça? Mais tu vois bien que ça n'a pas marché, tu es idiot. Mais non, il faut faire ça comme ça. Non, ça c'est une très mauvaise manière de faire. L'idée du coaching, c'est accompagner la personne en lui posant des questions stratégiques. Ça, c'est l'art de la bonne question. Ensuite, l'autre compétence qu'il faudra avoir, c'est la gestion de conflits. Je pense que j'en ai brièvement parlé, et c'est à peu près la même étape que tout à l'heure. Ça va être de comprendre le problème, de comprendre le ressenti, et ensuite de pouvoir demander de quoi la personne a besoin. Si la personne n'est pas dans une logique où il comprend ça, l'emmener dans une logique où il comprend ça, exactement comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc l'idée, ça va être de pouvoir transformer le conflit en dialogue. Identifier d'abord la tension, et ensuite d'emmener la personne à comprendre comme vous comprenez. J'ai l'impression qu'il a une tension sur tel projet. J'aimerais comprendre ta perspective par rapport à ça. J'aimerais comprendre la perspective de chacun. Vas-y, prends la parole, dis-nous. Quand tu as fait ça, tu voulais quoi? Ah oui, moi, en fait, je pense que ce qui est important, c'est ça. D'accord. Maintenant, est-ce que tu penses que là, tu as atteint ton objectif? Ah bon, de l'autre côté, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il a tort, je pense que... L'idée, c'est de comprendre que les idées, il y en a plusieurs, mais les individus sont plus importants que les idées. Et donc, le lien entre les personnes doit être maintenu coûte que coûte. Jamais, au grand jamais, une idée ne doit séparer deux personnes. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais certains n'ont pas le droit de se déchirer pour ça. Bien. Maintenant qu'on a vu ensemble ces quelques compétences techniques, j'aimerais en rajouter 2-3 autres pour vous permettre d'avoir un peu plus d'outils. Il se peut que je sois assez superficiel, comprenez-moi, je suis à 59 minutes. Je vous invite à mieux retenir et à poser des questions s'il y en a dans la phase donc, de questions-réponses, parce que là, je vais essayer de sprinter pour aller vite. Déjà, on l'a vu ensemble, le triangle d'Aristote, logos, ethos, pathos. J'ai expliqué ça la dernière fois pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai expliqué que donc le logos, ça va être, je me remets, voilà, le logos, ça va être donc la capacité de pouvoir utiliser la logique, le raisonnement, la rationalité lorsque vous dirigez une équipe ou lorsque vous discutez avec une personne. L'ethos, ça va être la capacité de pouvoir être aligné avec les valeurs, aligné avec les principes que vous défendez. Et le pathos, ça va être la capacité de chercher à émouvoir le public par ses émotions. Donc j'avais dit logos, logique, ethos, crédibilité, pathos, émotion. Et donc, en ce qui concerne l'éthos, j'avais dit que c'est la manière dont vous vous vendez. Les gens vous perçoivent comme un tout. Et donc, la manière dont vous vous vendez, la manière dont on vous voit, c'est de cette manière-là que les gens vous considèrent. Même si les gens disent la Bible ne fait pas le moine, n'écoutez pas ça. N'écoutez pas ça, les amis. Quand quelqu'un vous voit et vous juge, c'est inconscient. La Bible ne fait pas le moine, mais quand il vous a vu, il vous a jugé. C'est même pas lui qui l'a fait, c'est son subconscient. Donc il a classifié, il vous a classifié quelque part. C'est obligatoire. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. D'accord? Et donc, les 6 configurations de l'éthos vont être la dimension conceptuelle, la posture, le style vestimentaire, la gestuelle, le regard et la voix. Rapidement, je vais essayer de balayer ça. La dimension conceptuelle, c'est l'idée que vous incarnez, ce que vous êtes dans la tête des autres. Le dédi que je suis, c'est pas le dédi que je suis devant mes amis. Qu'est-ce que j'ai dit? Le dédi que je suis, c'est pas le dédi que je suis dans la tête de mes amis. Non. Le dédi que je suis, c'est un dédi dans la tête d'un de mes amis. Je peux être quelqu'un d'assez fou,
Dans la tête d'un autre ami, je peux être un génie. Dans la tête d'un autre ami, je peux être complètement idiot. Dans la tête d'un autre ami, je peux être en fait le gars drôle. Il y a plusieurs versions de Dédi qui existent. La dimension conceptuelle, il faut la construire consciencieusement par tout ce que vous faites, par les statuts que vous mettez, par ce que vous dites, par les blagues que vous faites quand vous êtes avec les gens. Comment est-ce que vous vendez votre propre image? Nous vivons dans une génération où les choses sont tellement banalisées. Et les gens mettent souvent un statut, suivez mes statuts. Si vous pensez que mes statuts reflètent qui je suis, c'est votre problème. Mon Dieu, ne faites pas ça. Surtout quand vous aspirez à être un leader transformationnel. Vendez une image que vous voulez vendre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est votre vie, c'est votre vie, faites ce que vous voulez. Mais rassurez-vous toujours que ça ne nuit pas à l'image que vous voulez renvoyer de vous-même. Vous n'allez pas vous mettre à vous mettre, je ne sais pas, quel exemple je peux prendre? À vous mettre par exemple en bikini tout le temps, et aller à la plage tout le temps, alors que vous aspirez à être président de la République. Non, puisque c'est un poste sérieux, on attend de vous peut-être que vous puissiez vous poster dans une conférence de temps en temps, mais l'image que vous renvoyez constitue votre dimension conceptuelle. Il faut construire l'image que vous êtes dans la tête des gens. Il y a la posture. Je n'ai pas d'image malheureusement, mais bon, vous pouvez aller sur le compte YouTube donc de MindUp et vous verrez comme ça des sessions qu'on a fait sur, je pense que c'était sur le webinaire sur l'art oratoire, on parlait de Sonko et de la méthode Obama. D'accord? La méthode Sonko et la méthode Obama. Donc, je vous invite à aller voir. On a parlé là-bas de la posture, on a parlé du style vestimentaire, on a parlé de la gestuelle, le regard, et on a aussi parlé de la voix. Pour la voix, tout ce que je peux dire, c'est que essayez de parler avec votre gorge. N'essayez pas de parler avec votre nez, parce que ce n'est absolument pas intéressant. Les voix rock sont les voix d'autorité. Et donc, faites en sorte de parler avec votre gorge, ça sera beaucoup plus impactant quand vous voulez être un leader. Alors, il y a également donc le pathos, j'en ai parlé, qui consiste à connecter avant de convaincre, à rentrer en phase avec votre interlocuteur. Et donc, j'avais parlé donc des dimensions, j'avais parlé donc des lois de Cialdini, d'accord? Alors, Robert Cialdini, c'est un psychologue. Il a fait des études sur l'influence et la manipulation. Et il a, au bout de ses études, découlé 5 principes d'influence et de manipulation. La réciprocité, la rareté, l'autorité, l'appréciation et l'amitié, la preuve de masse et l'engagement social. Je vais essayer de balayer ça très rapidement, vous aurez l'occasion d'aller voir. Je pense que là également, si vous allez sur la chaîne YouTube, j'ai fait un webinaire dessus, mais je ne sais plus dans quel thème exactement. Peut-être que je vais le retrouver, essayez de m'écrire. Ou alors allez voir. La réciprocité est un principe puissant. C'est un principe extrêmement puissant du pathos. La réciprocité se base sur le principe selon lequel tout être humain a le devoir de réciprocité inscrit dans son sens moral. Quand vous sortez et que vous laissez la monnaie à, je ne sais pas moi, un boutiquier, vous voyez comment le boutiquier après est gentil avec vous? Quand vous allez voir quelqu'un et que vous emmenez un cadeau sans qu'il n'ait rien demandé, vous voyez comment après il est redevable envers vous? On a fait une étude où des enfants étaient en train de demander de faire signer un formulaire aux passants. On a fait 2 groupes d'enfants. Le premier groupe, on les a dit d'aller et de demander aux gens. Bonjour monsieur, vous allez bien? Est-ce que vous pouvez m'aider à remplir ce formulaire s'il vous plaît? Et dans l'autre groupe, on a demandé aux enfants de donner un bonbon aux passants avant de leur demander de remplir le formulaire. Bonjour monsieur, vous allez bien? Alors nous sommes une association et nous distribuons des bonbons aux passants. Tenez, on lui tend un panier avec des bonbons. Il prend un bonbon et ensuite on lui dit « Excusez-moi monsieur, en fait on a également un formulaire qu'il faut remplir. » Et on a constaté que dans le deuxième groupe, il y avait un pourcentage de signature de formulaire beaucoup plus élevé que dans le premier groupe. Parce que le principe de réciprocité est un principe extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Appliquez-le. Appliquez-le. La réciprocité ne consiste pas seulement à donner des objets matériels. Ça consiste surtout à donner de l'amour. Ça consiste à donner de l'attention. Ça consiste à donner de sa personne. Allez à l'entreprise, saluer les gens en les appelant par leur nom. Donnez-leur un truc. Ah, j'ai amené ça pour vous, boss.
Ah, j'ai acheté ça pour toi, Marguerite. Ah, vous avez un collègue qui aime le café. Je passais, oui, j'ai vu Ah, c'est ton anniversaire, oui. Bon, je passais, j'ai vu ça, j'ai acheté ça pour toi. Ça, c'est ce qu'on appelle un puissant principe de réciprocité. Et ça ne rate pas. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ces choses marchent toujours. Parce que les gens sont codés comme ça. Il y a le principe de rareté, qui fait que plus une chose est rare, plus les gens la désirent. Et ce principe également est un principe très puissant. Je vous invite à soit aller chercher sur les principes de Cialdini, soit tout simplement à aller sur YouTube et taper, vous allez voir quelques vidéos sur les principes de Cialdini. Ici, je vais essayer d'aller très vite. Le principe de rareté, ça va être un principe où plus la chose est rare, plus la chose a de la valeur. L'idée ici, c'est de faire en sorte que vous ne puissiez donner certaines choses que de manière très rare. C'est pour ça que certains papas attendent des situations souvent très rares pour pouvoir récompenser leur enfant. Parce que quand vous accordez de la rareté à quelque chose, vous lui accordez de la valeur. Le principe d'autorité, ça va être le principe où quand on estime que quelque chose est plus grand que nous, on ne fait pas en général de débat sur la chose. Et on acquiesce facilement. Ici, pour les autres principes, je vous invite vraiment à aller voir les principes de Cialdini. Je ne pourrais pas m'étendre puisqu'il faut que je puisse courir. Alors, il y a également le logos. Ici, je vous ai mis quelques méthodes qu'il faut voilà, pouvoir utiliser de manière très rapide. Le logos, ça va être donc la capacité de pouvoir persuader. Excusez-moi, la capacité de pouvoir convaincre la personne, parce que persuader et convaincre, c'est pas la même chose. Convaincre, ça va être avec des arguments, et persuader, ça va être avec des émotions. Convaincre la personne, donc en face de vous, avec des arguments logiques. Il y a des méthodes qui sont conçues pour ça, d'accord? J'ai mis ici quelques méthodes que vous pouvez utiliser. Récemment, j'étais avec justement une amie en conférence et on était en train de prendre la parole. C'était une sorte de conférence réunion et elle a remarqué que quand elle prenait la parole, elle était vraiment décousue dans sa prise de parole. Elle disait des choses, ensuite elle ajoutait, ensuite elle se perdait et ainsi de suite. Voici quelques canevas qui pourront vous permettre de pouvoir structurer un peu, même un peu, ce que vous dites. La première chose, ça sera de parler de manière chronologique. Raconter une histoire de manière à parler du passé, du présent, ensuite du futur. Prenez la parole et dites avant les choses, et non, 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 non. Maintenant les choses, non, 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 et nous espérons que plus tard les choses. Faites une structuration pour ne pas être décousu. Une structuration chronologique, passé, présent, futur. La deuxième, ça sera la thématique. D'accord? Parlez de grands sujets. Avantages, inconvénients. Vous prenez un sujet, avantages, inconvénients. Vous donnez avantages, inconvénients. La troisième, ça va être donc de pouvoir organiser ça peut-être par espace. Si par exemple vous parlez d'un pays, vous pouvez organiser par espace. À Dakar, à Ziguinchor, et ainsi de suite. Vous pouvez également présenter le problème sous le contexte problème-solution. Quel est le problème dans la situation qu'on vous propose et ensuite de donner les solutions. Vous pouvez également expliquer les liens de cause à effet ou tout simplement utiliser la célèbre technique qu'on utilise tout le temps, la technique à 3 temps. Premièrement, deuxièmement, troisièmement et peut-être même plus. Donc, ayez un bloc-notes, structurez vos idées, première idée, deuxième idée, troisième idée, et ensuite, seulement, prenez la parole pour dire « Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Dédi Karim Bungu. Alors, pour la question qui est mise sur la table, j'ai noté 3 idées que je vais développer avec vous. La première, ensuite la deuxième, et enfin la troisième, voilà, en espérant que les choses puissent changer. Merci. » Vous avez structuré votre propos, et c'est passé crème. Maintenant, j'en arrive à la fin de ma présentation. Il vous faudra un plan pour devenir un leader. Vous avez fait une vision, vous l'avez écrit, vous l'avez même peut-être posté sur votre chambre. L'idée, c'est de comprendre que vous devez avoir une vision pour les 30 prochains jours aussi. Vous êtes votre propre coach. Et il faut pouvoir vous poser la question de savoir si vous êtes destiné à être un leader, vous êtes destiné à avoir de l'impact. Quelle est la chose que vous devez faire? Et pourquoi pas vous engager dans les 30 prochains jours? Quand est-ce que vous allez le faire? Parce que si vous dites que vous allez le faire demain, après-demain, la semaine prochaine, après les examens, après les fêtes, après l'anniversaire, après l'événement, vous n'allez jamais le faire. C'est pourquoi, là, tout de suite,
faites en sorte que vous puissiez choisir quelque chose que vous allez faire pendant 30 jours. Ou alors, choisir un ensemble d'actions que vous allez mettre en place pendant 30 jours pour ne serait-ce que faire en sorte de changer. Ne le faites pas demain, faites-le tout de suite. L'idée, ça va aussi être de comprendre qu'il faut appliquer la règle de Pareto, la règle du 80-20. Ne faites pas tout au même moment. Choisissez une seule action. Je l'ai dit la dernière fois. Une seule action. Une seule action. Une seule compétence sur laquelle vous allez travailler pendant 30 jours pour faire en sorte que vous puissiez être quelqu'un d'autre et pour que vous puissiez impacter. Pour faire bref et pour résumer, le leadership transformationnel va être basé sur la relation que vous avez avec la personne en face de vous, la relation que vous avez avec vos collègues, la relation que vous avez avec le gardien de l'entreprise, la relation que vous avez avec les gens autour de vous. Chaque personne compte. Et si en ayant une vision claire, une description de cette vision claire, en poursuivant cette vision, veillant à ce que chacun puisse avoir de l'importance, que vous arriverez à impacter en tant que leader transformationnel. Maintenant, pour pouvoir comprendre le leadership transactionnel, nous verrons ensemble avec vous le dimanche 20 juillet le cas de Thomas Sankara. Comment est-ce qu'il a fait pour être un leader transactionnel important et puissant? J'en ai fini, merci à vous et je suis à vous pour toutes les questions, les réponses et nous allons discuter. Si bien sûr il y a des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir coach Dedi, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Il y aura un peu de bruit derrière moi, il y a la mosquée, là, ils sont en train de faire leur prière. Donc, moi, c'est plus en rapport avec l'avant-dernier webinaire qu'on avait fait le dimanche surpassé quand tu parlais du leadership. Oui. Et tu parlais également des personnes endomorphes, Ok. ectomorphes, etc. Oui, c'était la PNL plutôt. Donc, par rapport à ça, tu as parlé de langage émotionnel, de communication stratégique. Est-ce que la communication stratégique est également liée à tout ce qui est ectomorphe, au langage, à la forme physique, à l'aspect physique de base d'une personne? Ok. La dernière fois, donc je suppose que tu parles du webinaire sur l'analyse de type de personnalité. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est l'analyse de type de personnalité. Donc, j'étais en train d'expliquer lors de ce webinaire que, en fait, il y avait différents canaux d'analyse de personnalité, mais l'idée de ce webinaire, c'était de pouvoir donner en fait des outils pour que, à la première vue, c'est-à-dire que quand vous rencontrez la personne de manière comme ça instantanée, vous pouvez avoir déjà des axes, vous puissiez avoir déjà des axes d'analyse de personnalité, en tout cas des potentialités en fait de cette personne. Et donc j'ai parlé donc des endomorphes, des mésomorphes et des ectomorphes. Pour ceux qui n'étaient pas là naturellement, vous aurez un peu du mal à comprendre. Mais pour répondre à ta question, voilà en fait ce qui se passe. C'est que la communication stratégique est basée sur le fait de pouvoir connecter avec la personne et comprendre comment il fonctionne. D'accord? Comprendre comment il réfléchit autant pour moi. Donc, naturellement, si j'arrive à comprendre comment il fonctionne dans sa morphologie, déjà, ça me donne une piste de réflexion sur la manière dont il réfléchit également. Par exemple, si j'ai en face de moi un ectomorphe, d'accord, je vais prendre un endomorphe, c'est plus simple. Si j'ai en face de moi un endomorphe, d'accord, et que nous sommes en train de discuter sur un désaccord, d'accord, j'aurais plus tendance à l'emmener sur un cadre émotionnel. Déjà d'entrée de jeu, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas comment il réfléchit, mais s'il faut une piste, j'irai déjà sur un cadre émotionnel. Pourquoi? Parce que j'expliquais que les endomorphes sont donc comme ça des gens donc avec un système glandulaire assez développé. Ils sont dans le ressenti plutôt que dans, on va dire, la réflexion froide. Donc, j'irai sur le plan émotionnel avec lui. D'entrée de jeu dans la négociation, j'irai sur le plan émotionnel. Donc, naturellement,
en fonction du résultat que j'aurai en discutant avec lui, je vais affiner ma probabilité. Il se peut qu'il soit tout de suite réceptif, et je comprendrai alors que je ne me suis pas trompé, je suis bel et bien au bon endroit, donc je veux continuer dans cette lancée. Et il se peut également que je tombe en face de quelqu'un dont l'expérience de vie, l'enjeu ou peut-être d'autres raisons ont fait en sorte que voilà, j'ai en face de moi quelqu'un qui est endomorphe mais qui a une réflexion froide. C'est possible. Donc, je vais réajuster le tir. Et voilà. Mais ici, il faut comprendre qu'avec l'analyse de personnalité dont je parlais, c'est pour ça que je disais que c'était assez complexe, c'est que c'est vraiment au feeling, c'est au cas par cas. Mais la structure que j'ai donnée, c'est une structure où tu as une probabilité déjà de base. Si je fais en face d'un ectomorphe, j'irai d'abord sur une réflexion froide de la situation, une réflexion logique, point par point. Et maintenant, je vois que si la manière dont il exprime, lui également, ça lui plaît, c'est-à-dire que je vois bien, par son langage non verbal, qu'il est en train d'acquiescer ce que je dis là, je continue sur cette lancée. Mais si je vois que j'ai en face de moi un ectomorphe, mais qui est dans le ressenti, parce que c'est possible, il se peut même que ce soit un endomorphe, mais qui juste ne mange pas assez bien. Est-ce que tu vois, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais je teste, je vois ce que ça donne, et ensuite je corrige ou j'avance en fonction de... Donc oui, effectivement, ça peut influencer sur la communication stratégique. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tu as répondu à ma question, merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on puisse se séparer? Moi, c'est plutôt une discussion. Oui, Tu dis-moi. dis que dans le prochain webinaire, tu vas parler de Thomas Sankara. Mhm. Maintenant, que penses-tu de Ibrahim Traoré par rapport à ce qu'il dit, ce qu'il fait dans ses discours? Dans quelle catégorie de leadership le places-tu? Ibrahim Traoré, d'après ce que je sais de lui, c'est un grand patriotique qui est venu comme ça donc au pouvoir par un coup d'État, on va dire un coup d'État patriotique qui a été soutenu par la population et qui depuis est dans une logique politique vraiment très appréciée en Afrique et à l'international. Maintenant, quand je regarde en interne et je vois ses discours, là je suis en train de réfléchir à haute voix, je regarde son discours, ses discours en interne, j'ai l'impression qu'il applique un leadership mixte. Bon, on va le voir, parce que là on a parlé du leadership transformationnel, on va parler du leadership transactionnel, et ensuite on va parler du leadership mixte avec le cas de Kofi Annan. Le leadership mixte, pour anticiper donc sur ce type de leadership, c'est un leadership qui est comme un caméléon, il change en fonction de la situation devant laquelle il se trouve. Ok? Donc ici par exemple avec Ibrahim Traoré, ça va être quelqu'un qui va appliquer une leadership transactionnelle. Donc, ça, il est carré, il y a une certaine hiérarchie, c'est un militaire, donc les choses sont protocolaires, sont hiérarchisées. Les gens savent ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il défend. Donc, il y a une certaine logique dans ce qu'il suit. Donc, c'est un leadership clairement transformationnel. Mais derrière, il y a une vision qu'il porte. La vision qu'il porte, c'est un Burkina Faso souverain, indépendant, capable de choisir seul ses partenaires financiers. Est-ce que tu vois? Donc c'est un leadership aussi transformationnel puisqu'il y a un déboulonnage de mentalité chez les personnes avec qui il travaille. Et il y a une vision, tout le monde se porte autour de cette vision, il incarne cette vision parce qu'il fait, parce qu'il dit, et donc pour moi, ça va être un leadership mixte. D'accord? Mais ce n'est qu'un point de vue. Peut-être que si tu demandes à un autre coach, il te dira autre chose. Ce n'est qu'un point de vue tout à fait subjectif, mais voilà, c'est ce que je pense. J'espère avoir répondu à la question. Oui, tu as répondu à ma question, merci. Christa, oui, tu as levé la main, vas-y, la parole est à toi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, en fait, moi j'ai une question sur la vision et Oui. aussi les objectifs. J'aimerais savoir s'il y avait une différence entre les deux. Merci. Ça a coupé entre les objectifs et la vision, c'est ça? Oui, est-ce qu'il y a une différence entre les objectifs et aussi la vision? D'accord, ok. Alors, pour faire simple, très simple, l'objectif, ça va être ce que tu vises de manière précise. La vision, ça va être ce à quoi tu aspires et ce vers quoi tu tends. La vision, c'est de devenir, c'est-à-dire que moi, par exemple, je suis Dédi Karambongo, d'accord, ma vision, c'est de devenir
un leader dans le monde du coaching en Afrique. D'accord? Mon objectif, ça va être d'organiser, je ne sais pas moi, 4 webinaires le mois sur un thème tous les mois pendant 2 ans. Ça, c'est un objectif. Mon objectif est lié à ma vision. Ma vision étant de devenir un leader dans le monde du coaching en Afrique de l'Ouest ou en Afrique. Je ne sais pas si tu vois la différence. Maintenant. Oui, j'ai compris, merci. Oui, maintenant, les objectifs sont... on recommande en général, lorsqu'on fixe des objectifs, de les fixer de manière SMART. S-M-A-R-T. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour raisonnable et T pour temporel. Donc, quand tu fixes un objectif, il faut que tu vois par exemple l'objectif dont je t'ai parlé. Je veux organiser un webinaire chaque dimanche, je sais pas, pendant 2 ans, tu vois. Il est spécifique, c'est-à-dire que c'est très spécifique. Un webinaire sur un thème précis chaque fin du mois. Il est mesurable, c'est-à-dire que chaque mois, je peux mesurer. J'ai fait 4 webinaires ce mois, le mois prochain, je peux mesurer. Il est atteignable, d'ailleurs, c'est possible. C'est-à-dire, j'ai la compétence pour, j'ai les instruments pour, j'ai un ordinateur, j'ai un Wi-Fi, il est atteignable, d'accord? Il est raisonnable, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans un cadre, je ne sais pas, il est complètement raisonnable. Ensuite, il est temporel, parce que j'arrive à mesurer ce que je fais dans le temps. Là, l'objectif est SMART. Et les objectifs doivent être SMART. Alors que la vision, c'est vraiment ce à quoi j'aspire. D'accord? C'est-à-dire que la vision me porte, comme on dit. Mais les objectifs, c'est précis, c'est calculé, c'est palpable en termes de productivité. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Donc là, il faudrait comprendre. Ça a coupé, je n'ai pas entendu. Allô? Je ne sais pas si elle est toujours là. J'ai vu d'autres personnes qui ont levé la main tout à l'heure. Oui, Modou. Modou, oui, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Bon, d'abord, je vous remercie de nous avoir offert ce webinaire gratuitement. Bon, moi, je me nomme Modou Gueye. Je suis élève ingénieur à l'école supérieure polytechnique de Dakar. Bon, moi et Siba, nous partageons la même classe. D'ailleurs, c'est lui qui m'a transféré le lien. Okay. Et je me suis dit que comme que j'aspire à devenir un leader, à devenir un entrepreneur, et pourquoi pas ne pas intégrer ce genre de webinaire qui est si intéressant. Bon, c'était des paroles de remerciement, quoi. Vraiment, vous m'avez vraiment inspiré. Voilà, vous êtes vraiment une source de motivation. Voilà, vous me donnez aussi l'ambition d'atteindre mes objectifs. Et je suis heureux. Je serai très heureux d'avoir fait partie de votre équipe, Inch'Allah, si vous m'intégrez. En tout cas, ce sont des paroles de remerciement, quoi. Merci, J'ai suivi autant de couches, quoi, mais vous êtes vraiment incomparable, quoi. C'est la première fois que je participe à votre webinaire, quoi. Ah, okay. Et je souhaiterais de ne plus manquer ce genre d'occasion, quoi. Merci à toi. Beaucoup. Merci Boudou, merci. Alors, Christa a toujours la main levée. Je ne sais pas si elle est là. Est-ce que tu es là, Christa? Non, elle n'est pas là. Donc, pour Modou, tu peux toujours m'écrire. Je mets un visuel sur l'écran. Il y a mon numéro. Tu peux toujours m'écrire pour que je t'intègre dans la communauté. Alors, merci à tous. C'est un plaisir, toujours, d'être avec vous. Donc, on va se revoir on va se retrouver le 20 pour un autre webinaire donc sur le cas de Thomas Sankara. J'ai l'impression que Win, tu voulais plus que ce soit Ibrahim Traoré. Bien. Non, mais en tout cas, peut-être pour une autre fois. Donc, c'était un plaisir. Merci à vous.
et on se dit à dimanche. La séance est levée. Merci. Et merci, coach.